Je sens que c'est l'heure. Ça y est. Bonjour à tous. Bienvenue à la JNAD. Donc, c'est la 9e édition de la JNAD. Je voulais tout d'abord remercier notre comité d'organisation qui est composé du docteur Drossin, du docteur Azoulay, du docteur Mangion, du docteur Brasset, de Cécile Carrier qui nous a rejoints cette année et de mon acolyte, donc Khadija Berouna, qu'on ne présente plus. Je voulais également donc remercier cette année nos partenaires qui sont SOS. Donc, je voulais remercier Alain Ngouma et Éric Magnier qui sont présents. Je voulais également remercier les assistantes dentaires qui se sont préparées pour le prix JNAD et le prix Roland. Bien évidemment, je voudrais remercier Christophe Berton, sans qui ces prix JNAD et ce prix Roland n'auraient jamais vu le jour. Je veux bien évidemment également remercier nos partenaires, donc toutes ces sociétés qui sont présentes chaque année, autant les anciennes qui sont là depuis des années et les nouvelles sociétés qui nous ont rejoints donc, au fur et à mesure des éditions. J'aimerais également donc, remercier Fanny et Aline des Salons de l'Aveyron, qu'on malmène un petit peu la veille de l'événement et puis toute l'année, j'ai envie de dire. Elles sont suffisamment patientes avec nous. Et bien évidemment, j'aimerais vous remercier, vous, mes collègues, donc les assistants dentaires et assistantes dentaires qui êtes là. Et sans vous, cette journée n'aurait pas lieu. Voilà. Alors moi, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien, autant des ateliers, de l'exposition et des conférences. Et profitez bien. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Je te laisse. Bonjour à tous et comme l'a dit Mounia, merci beaucoup, merci à tous et toutes d'être là. Je voulais juste ajouter une chose concernant l'UFAD, l'Union fédérale des assistantes dentaires. Il ne faut pas oublier l'UFAD. Il y a la JNAD, effectivement, ponctuellement, tous les ans, mais il y a l'UFAD. Donc je vous invite vraiment les assistantes à aller vous inscrire, à adhérer à l'UFAD, c'est gratuit et plus on est, mieux c'est. Surtout qu'en ce moment, on sait très bien qu'il y a des négociations qui se font pour la D2. Je sais que vous attendez des réponses. On n'en a pas pour le moment, mais l'UFAD est là, est autour de la table et on est là en négociation. C'est d'ailleurs Mounia qui est là, qui prend beaucoup de temps pour nous, les assistantes. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à aller adhérer. En haut, nous avons un guichet UFAD. Merci à tous et bonne conférence. Première conférence de SOS. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au comité d'organisation, Mounia, Khadija. Un énorme merci parce que je trouve ça vraiment très courageux. Cette journée est organisée tous les ans et aujourd'hui, particulièrement autour d'un sujet qui affecte notre association, qui nous regroupe tous, qui est le handicap. Alors, je sais que dans la salle, vous avez sûrement toutes prises déjà en soin des personnes vivant avec handicap, mais juste par curiosité, j'aimerais bien savoir si, en levant la main, est-ce que vous prenez des personnes vivant avec handicap dans vos cabinets? Eh bien, ça, c'est magnifique. Le même sondage, est-ce que vous connaissez des réseaux dans votre région ou des structures qui peuvent vous accompagner pour cette prise en charge? Eh bien, voilà. Donc, c'est pour ça que nous sommes ici, SOS, donc Santé Orale Soins Spécifiques, pour présenter notre association et pour montrer comment une assistante dentaire peut travailler en parfait accord avec un chirurgien dentiste. Donc voilà, donc je vais commencer. Après, c'est Charlotte Galazini qui va prendre la suite. Alors, moi, je me présente, je suis Alain Ngouma, je suis le président de SOS, donc Santé Orale Soins Spécifiques. C'est une association qui existe depuis 2011, qui s'est faite. Pourquoi? Parce que sur chaque réseau, sur chaque territoire, on a des acteurs justement comme vous et d'autres chirurgiens dentistes comme Charlotte, qui avaient cette idée de se rassembler pour améliorer la prise en charge des personnes à besoins spécifiques. Et ce que l'on entend par personnes à besoins spécifiques, c'est bien sûr le handicap, parce qu'aujourd'hui c'est de ça que l'on va parler, mais aussi les personnes à perte d'autonomie, donc les personnes âgées, on a les personnes en prison, on a les personnes toxicomanes, etc., etc. Donc on a beaucoup de spécificités dans ce que l'on appelle personnes à besoins spécifiques. Donc moi je vais juste vous poser un peu de contexte avec des chiffres. Voilà, en tant que président, moi je pose des chiffres et après elle va rentrer dans le concret. Donc, sur le contexte, donc, si je prends ces chiffres qui sont du baromètre Handifaction, donc le baromètre Handifaction, c'est vraiment un baromètre qui est rempli par les personnes vivant avec un handicap, qui remplissent eux-mêmes sur toute la France. Donc, sur l'année 2023, ils ont eu plus de 20 000 retours et ils ont vraiment commencé à dire, et moi le chiffre là qui m'intéresse,
c'est surtout celui-ci. Alors, yes. Celui-ci qui est là, odontologie. Ça veut dire les spécialistes qui ont refusé un soin. Donc, comme vous voyez, en fait, les personnes qui vivent avec handicap, lorsqu'elles font comme tout le monde, donc elles regardent sur Internet, elles cherchent un chirurgien dentiste, elles prennent leur téléphone, elles appellent, et qu'est-ce qui se passe? On a 14% de ces personnes qui ont eu un refus de soins chez un praticien, et en particulier chez un chirurgien dentiste. Alors, ça, c'est quelque chose qui, en 2024, on se dit tous « Ah non, c'est pas possible, c'est intolérable ». Mais on va trouver des explications à tout ça, et c'est pas justement pour jeter la pierre à qui que ce soit, c'est juste les chiffres et les faits. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce contexte? Donc, les études ont été menées, ça sont des anciennes études, on en a eu des plus récentes, mais c'est pour montrer l'importance de la santé orale pour une personne vivant avec handicap. Donc, on a des déchaussements de dents. C'est 80 à 90% des personnes qui vivent avec un handicap mental. Donc, quand on parle déchaussement de dents, ici, ça vous parle tous. Donc, vous savez vraiment de quoi on parle. Chez les enfants de 6 à 12 ans, on a 4 fois plus de risques d'avoir un mauvais état de santé bucco-dentaire s'ils sont en situation de handicap. Donc, tout ça, on a vu, hein, quand on va dans les établissements, à chaque fois que l'on se déplace, on voit très bien qu'il y a un faible niveau d'hygiène bucco-dentaire, qu'on a 37% de caries lorsque l'on va faire des dépistages. On arrive dans un établissement, on a déjà 37% de personnes qui ont des caries. Donc, on se dit, bon, il faut quand même intervenir. Donc, la situation n'a pas beaucoup changé. Hein. Depuis cette étude qui date de 2004, je peux vous dire qu'on est toujours dans ces mêmes situations. À chaque fois que des chirurgiens dentistes vont faire des dépistages dans les établissements, on arrive à 30% d'urgence de soins, ce genre de choses. Donc, pour ça, on a le Comité national des handicaps qui a voulu mettre en place des choses. Donc, une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qui se passe dans là, je vous parle des instances donc décisionnaires. Ils se sont dit, OK, on va généraliser ce que l'on appelle des consultations dédiées. HandiConsult. HandiConsult, c'est pas seulement pour le bucco-dentaire, c'est vraiment lorsque vous arrivez à l'hôpital, il y a toute une consultation qui se met en place autour de la personne vivant avec handicap, tout type de handicap, hein, on est toujours là-dessus. Et ça veut dire qu'il y a plusieurs professionnels qui viennent, aussi bien le chirurgien dentiste que le généraliste, que le cardiologue, que la gynécologie, tout ça. Donc ça permet sur une consultation d'avoir plusieurs professionnels qui se posent les questions pour pouvoir prendre en soin de la même manière la personne. Donc ils sont en train de généraliser les HandiConsult. Je ne sais pas si vous êtes au courant, nous en Ile-de-France par exemple, ils vont mettre une HandiConsult par département. Donc, vous allez voir les diffusions des différentes ARS où ils vont vous dire, voilà, on est en train de mettre des HandiConsult dans chaque département. L'idée au niveau du ministère, c'est d'avoir au minimum une HandiConsult par région, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, voilà. On déploie aussi des handiblocs. Donc, handibloc, c'est pareil. L'idée, c'est d'avoir un handibloc par région et c'est la même idée. Ça veut dire que lorsque l'on parle handibloc, on parle toute spécialité. Donc, les personnes qui arrivent pour le handibloc vont voir en même temps un chirurgien dentiste, en même temps un gynécologue, en même temps le cardio, etc. Donc, on va pouvoir faire un prélèvement de sanguin. On peut faire plusieurs soins lors de l'anesthésie générale. Ça évite justement la multiplicité des actions sous anesthésie générale en sachant que c'est très délétère pour une personne qui vit avec un handicap. Après, voilà, il y a différentes choses. La désignation d'un référent handicap dans l'établissement santé, donc c'est dans les hôpitaux, vont nommer un référent handicap qui va permettre d'accompagner le patient sur tout son parcours de soins à l'hôpital. L'augmentation des professionnels paramédicaux, la prévention sur les violences sexuelles et le déploiement de la démarche handigénéco. Ça, je fais un peu la pub pour l'ARS Île-de-France en particulier, parce qu'ils ont bien aimé lancer ce projet. Mais c'est très important, en fait, et c'est surtout, c'est un déploiement national, et c'est ce que SOS essaierait de mettre en place pour le bucco-dentaire aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler du déploiement handigénéco, mais ce sont vraiment des allées vers où des gynécologues et des sages-femmes vont vers les personnes, vont dans les établissements, vont créer des consultations express gynécologiques. Il y a même des bus qui se mettent en place, etc. Et après, on essaie de mettre en place tout un parcours de soins. Donc voilà, moi, l'idée vraiment, c'est de vous présenter un parcours de soins et comment on va faire ça. Alors, pour revenir sur notre association SOS, donc nous, on est une association paritaire. Paritaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre association au niveau national est la seule qui regroupe à la fois des usagers, des représentants des usagers, des professionnels de santé et les professionnels de santé. Donc ensemble, en fait, on crée ce que l'on a envie de mettre en place. Donc on est forcément, en tant qu'associatif, beaucoup dans la revendication.
Comme vous avez vu les chiffres et tout ce que je vous ai montré sur la gravité de la situation et l'importance d'une bonne santé orale pour avoir une bonne santé globale. Donc, on a cette revendication envers les pouvoirs publics, tout ça, mais voilà, nous, on arrive à regrouper, donc je ne sais pas si vous les connaissez tous, mais toutes les associations, Autisme France, APF, France Handicap, UNAPI. De l'autre côté, on a tous les professionnels, représentants de ces professionnels, entre le Conseil de l'Ordre, l'ONCD que vous connaissez bien, les syndicats libéraux, les hospitaliers, les ARS, très importantes, et les URPS. Alors les URPS, ce sont les représentants des syndicats majoritaires sur les régions, donc c'est l'Union des professionnels de santé par région. Donc il y a l'URPS chirurgien dentiste et qui représente en général les libéraux. Donc c'est les syndicats libéraux qui sont représentés. Après, on a les réseaux. Donc les réseaux, ça, je vous inviterai à aller sur le stand SOS tout à l'heure. Il y a beaucoup de réseaux sur chaque région. Et chaque réseau a des spécificités. Ce qu'on appelle par le mot réseau, c'est vraiment la mise en lien des différents partenaires, des différents acteurs sur un territoire donné. Donc là, il y a Axodan, Aosis, Andidan. En parallèle, moi, je suis président de SOS, mais je suis aussi le directeur de Rhapsodif, donc de l'association francilienne qui crée le réseau en Île-de-France. On reviendra en détail là-dessus. Donc, pourquoi on s'est mis en place? Donc, c'était pour mieux répondre aux demandes des personnes à besoins spécifiques. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a besoin des usagers qui nous exposent leurs problèmes, qui font remonter leurs difficultés à trouver un chirurgien dentiste. Nous, on lutte pour permettre un meilleur accès à la santé orale. Donc, comme je vous ai dit, on va travailler avec les pouvoirs publics, on va travailler avec les chirurgiens dentistes libéraux pour savoir qu'est-ce qu'on peut offrir en termes d'offres de soins, comment on peut soutenir l'offre de soins. Rendre plus efficient le système de santé par une meilleure coordination. Alors ça, c'est vraiment un point très important, je vais le détailler après. Améliorer la qualité de la prise en soins, donc ça, c'est souvent grâce à des formations. Et répondre à un droit d'équité de santé, parce que notre leitmotiv ici, c'est n'importe quelle personne vivant avec handicap en France peut trouver un chirurgien dentiste. Donc c'est vraiment, où qu'ils soient, ils se disent, voilà, j'apprends mon téléphone, je sais que je peux avoir un chirurgien dentiste. Donc ça, c'est vraiment l'équité sur les territoires. Ce n'est pas parce qu'on vit à Paris qu'on peut avoir une solution, ça doit être le même cas un peu partout en France. Donc, comment faire ça? Et ça, c'est vraiment notre, notre Bible. C'est pas bon de parler comme ça, mais c'est vraiment pour ça que l'on veut, c'est ce que l'on essaie de mettre en place sur tous les territoires. Ces 4 axes ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ça veut dire que vous avez peut-être déjà tous participé à des séances de prévention, donc prévention, des sensibilisations auprès des aidants, des dépistages dans des établissements. Et donc ça nous permet de faire un état des lieux, ça nous permet de sensibiliser les différentes personnes. Mais si on fait un dépistage et donc on remarque, voilà, il y a tant de caries dans l'établissement et qu'il n'y a pas l'offre de soins derrière, ça fait mettre un état des lieux, c'est déjà très important, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on a aussi rajouté la formation. Dans la formation, il y a la formation des chirurgiens dentistes, bien sûr, parce que lorsqu'un chirurgien dentiste répond « non, je ne peux pas », donc je ne peux pas prendre une personne vivant avec handicap, je vais retirer le côté pécunier de la chose, parce que c'est vrai que ça peut rentrer en question, la question de se dire « ça va me prendre plus de temps et je vais gagner moins d'argent ». Bon, pour ça, Charlotte va vous expliquer les différentes prises en charge aussi qui ont été mises en place. Mais il y a aussi très souvent, la réponse d'un chirurgien dentiste, c'est « mais moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire, j'ai peur de faire ». Donc, la formation là-dessus du chirurgien dentiste est très importante parce que c'est sûr que pendant le cursus initial, alors je ne sais pas, vous, en tant qu'assistante dentaire, si pendant le cursus initial, on vous a fait toute une leçon sur les différents types de handicap, les différents modes de prise en charge, mais on a un vrai vide. C'est-à-dire que le cursus initial, souvent, n'a pas mis en place de quoi prendre en charge une personne vivant avec handicap. Donc, les étudiants qui sont arrivés en 6e année de dentiste ont travaillé à l'hôpital, et à l'hôpital, forcément, ils ont vu les personnes les plus difficiles à prendre en charge. Et donc, une personne qui arrive aux urgences, donc déjà dans un état d'urgence, et qui va tout casser dans la salle d'attente, et se dire, voilà, moi, étudiant, 6e année, j'ai vu ça, je ne me vois pas faire ça, je ne me vois pas faire la même chose dans mon cabinet, tout seul, ou avec mon assistant dentaire, c'est pas possible, ou en centre, etc., parce qu'on n'a pas l'expérience. Eh bien, c'est pour ça que la formation initiale est très importante, et c'est pour ça que nous, on va travailler beaucoup dessus, parce que, comme dans tous les réseaux, en fait, plus de 50% des personnes que nous orientons ne sont pas dans ces conditions d'urgence.
n'ont pas besoin d'aller voir des spécialistes particuliers qui sont équipés de méopas, n'ont pas besoin d'anesthésie générale. Donc ces personnes-là, c'est celles-ci que l'on demande à la majorité des chirurgiens dentistes de prendre en charge. Donc quand on me dit « je ne suis pas formé », on dit « ok, d'accord, nous on va vous proposer une sensibilisation d'une journée, on va vous proposer une formation de 2 jours si vous voulez vous remettre à jour sur le méopas, et on va vous faire des stages si vous voulez pour aller en anesthésie générale pour voir comment ça se passe ». Mais en tout cas, voilà, on vous montre et surtout on lève cette peur que vous avez en vous de dire « je ne pourrai pas faire ». Donc ça, c'est vraiment un des côtés les plus importants. Ensuite, dans la formation, on a aussi la partie avec les établissements médico-sociaux. Les établissements médico-sociaux qui prennent en charge au quotidien les personnes qui vivent avec handicap, qui les accueillent, donc soit pour les établissements pour enfants, soit pour adultes, les foyers de vie, les ESAT, donc pour le travail, etc. Tous ces établissements qui accueillent les personnes qui vivent avec handicap et qui, du coup, doivent faire un suivi de la santé globale. Et souvent, dans ces établissements, on a des professionnels, infirmiers, aides-soignantes, éducateurs spécialisés. Et toutes ces personnes se disent, lorsque l'on arrive, est-ce que vous avez lavé la bouche de vos patients? Est-ce que vous ouvrez la bouche des personnes que vous avez, donc que vous accueillez? Et là, souvent, c'est, ah ben non, on ne sait pas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes? Donc, former tous ces professionnels de santé qui travaillent dans les établissements médico-sociaux, c'est aussi un des axes majeurs. Ça veut dire qu'on a fait la prévention, souvent on propose la prévention dans l'établissement, voilà, on a dépisté vos résidents, maintenant on vous dit, bah, telle personne, il faut penser à lui laver la bouche tout le temps. Donc on les forme pour qu'ils puissent faire ce suivi, pour qu'ils puissent se dire, ok, on fait le suivi. Et après, on coordonne. Le soin et la coordination, ça va de pair. On coordonne le soin. Coordonner le soin, c'est pour que la personne qui vit avec handicap puisse aller vers le chirurgien dentiste le plus adapté à son besoin. Donc, il y a 2 choses à savoir pour la coordination de soins. Il y a les paliers de soins, ce que l'on appelle paliers de soins. Donc, palier 1, ça veut dire qu'on va chez le dentiste comme vous et moi, tous les jours, donc chez un praticien libéral, dans un centre de santé. Le palier 2, c'est parce que la personne qui vit avec handicap nécessite un équipement particulier pour la prise en charge, donc souvent c'est le méopas, il peut avoir de l'hypnose, des prémédications. Et le palier 3, c'est l'anesthésie générale. Donc la personne qui nous est présentée, on nous dit déjà, non mais vous savez, on n'arrive pas à lui ouvrir la bouche, on a beau essayer avec, même chez le coiffeur, partout, ça ne passe pas. Donc il y a la solution d'anesthésie générale. Donc voilà comment on oriente, donc c'est pour ça on coordonne. Et ça, c'est pour les patients. Maintenant, pour les chirurgiens dentistes, notre coordination est aussi très importante. Parce que lorsque je vous dis aujourd'hui, participer à la prise en charge des personnes vivant avec handicap, beaucoup de chirurgiens dentistes, ou même les assistants dentaires, me disent « Ah non, mais si on nous repère comme étant les personnes, le cabinet qui soigne les personnes qui vivent avec handicap, tout le monde va venir chez nous. Et on va être débordé, c'est pas possible. Déjà, on a trop de patients, etc., etc. » Et justement, la coordination est là aussi pour ça. C'est-à-dire que nous, l'idée, c'est vraiment de faire participer le plus grand nombre de chirurgiens dentistes dans la prise en charge. Que la prise en charge devienne vraiment de droit commun. Ça veut dire que tout le monde participe. Et nous, en termes de coordinateurs, on va orienter le patient au niveau géographique, au niveau du palier de soins dont il a besoin, mais on va aussi demander au chirurgien dentiste, est-ce que ce mois-ci, vous êtes en capacité d'accueillir tant de personnes vivant avec handicap. Si vous n'êtes pas en capacité d'accueillir, contactez-nous. Nous, on arrêtera les orientations. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le côté super important pour les chirurgiens dentistes qui ne se disent pas on est prisonnier de cette prise en charge. On a le même souci en fait avec le méopas. Par exemple, quand je dis méopas depuis tout à l'heure, vous savez ce que c'est, hein, je n'ai pas besoin de le rappeler. Le mélange équimolaire azote-oxygène, c'est pour pouvoir endormir de manière un peu consciente. Ça va, si je dis ça comme ça? Enfin, donc, c'est pareil, on a le même problème. On fait des formations au méopas pour les chirurgiens dentistes avec Air Liquide, notre partenaire, et Air Liquide nous dit très bien, oui, mais alors, on a des étudiants, mais il y a très peu de personnes finalement qui achètent du méopas et qui s'équipent, parce qu'elles ont peur d'être identifiées comme des chirurgiens dentistes qui ont le méopas et qui peuvent prendre en soin. Et ça, c'est pour ça aussi que l'on travaille sur cette coordination. Ce n'est pas parce que vous êtes de palier 2 avec du méopas qu'on va vous envoyer tous les patients. Ce n'est pas le but. On envoie vers cette solution-là des patients qui ont besoin de méopas. Et c'est pareil, on va envoyer en anesthésie générale des patients qui, parfois, la famille nous dit « non, mais ce n'est pas possible ». OK, vous savez, les solutions d'anesthésie générale, alors en France, c'est 6 mois, 1 an d'attente de délai.
Donc, c'est pas, même si l'État, les ARS vont ouvrir plus de blocs, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il faut vraiment se dire, lorsque nous, on adresse vers une solution d'anesthésie générale, c'est parce que cette personne est déjà, par exemple, passée avec une solution palier 2 avec du Méopa. D'accord? Si elle n'a jamais eu de Méopa, on va quand même, nous, essayer d'orienter vers un chirurgien dentiste expérimenté et qui va me dire, OK, on peut prendre avec Méopa, ça s'est bien passé, et c'est la plupart du temps, ça se passe comme ça. Ou vraiment, non, là, il faut l'anesthésie générale, et dans ce cas-là, on n'a pas le choix, on enverra vers l'anesthésie générale. Donc vraiment, la coordination de soins est primordiale pour le patient, pour pas qu'il se retrouve en échec, c'est-à-dire qu'il aille chez le dentiste et qu'on lui dise « Ah non, mais je ne peux pas faire », ou parce que déjà, c'est très compliqué pour les aidants, c'est compliqué pour le patient. Et c'est aussi très important pour le chirurgien dentiste, pour qu'il se dise « Ok, je participe parce que je sais que vous arriverez à fluctuer le flux, comment dire, le flux de patients qui va arriver. Donc, vous n'allez pas m'envoyer n'importe qui, et mon cabinet est adapté à la prise en charge que vous me demandez. » D'accord? Donc, vraiment, dans la coordination, on essaie vraiment d'être le plus adapté aux besoins de chaque personne. Ensuite, soigner, soigner, c'est vraiment là aussi le dernier des rouages. J'aurais pu faire une roue avec ça, parce que une fois qu'on a coordonné, formé, qu'on a fait de la prévention, il faut quand même avoir accès aux soins. Et là, accès aux soins, alors on va vous dire, il y a une pénurie de chirurgiens dentistes, il y a une pénurie de tous les professionnels de santé de façon en France, que la situation se dégrade, ok. En même temps, aujourd'hui, voilà, nous sommes tous là aujourd'hui, réunis, et merci à tous et à tous. Et tout le monde, aujourd'hui, a vu sur le programme, j'espère que vous aviez remarqué sur le programme, que c'était une journée handicap. Et quand je vous ai demandé si vous preniez en charge des personnes vivant avec handicap, vous le faites. Donc, ça veut dire qu'on peut y arriver. On peut y arriver. La population en situation de handicap en France déclarée dans des MDPH, donc dans les maisons départementales pour les personnes handicapées, ça représente 10% de la population française. Donc, juste en Île-de-France, on a 1 million de personnes qui se déclarent en situation de handicap, donc tout type de handicap. Donc, si on arrivait à avoir 10% des professionnels de santé, chirurgiens, dentistes, assistants dentaires, qui se disent « Bon, ok, nous, on participe à cette prise en charge. Notre association SOS, moi, je perdrai mon travail sur mon Rhapsodif, c'est pas grave. Mais en tout cas, ça veut dire que le patient aura trouvé le chirurgien dentiste qui lui convient, et c'est le principal. D'accord? Donc, moi, après, je vais passer la main à Charlotte, mais j'espère, et là, c'est un vœu pieux, que sur ces 5 prochaines années, on va pouvoir créer une vraie dynamique. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Et les assistantes dentaires, je ne vous dirai jamais assez bravo pour ce que vous faites au cabinet, parce que sans vous, le chirurgien dentiste ne pourra pas prendre en charge les personnes vivant avec handicap. Ce n'est pas possible. C'est important d'être une équipe, c'est important de fluidifier les choses, et c'est ensemble que vous y arriverez. D'accord ? Donc, merci beaucoup, et je laisse la parole à Charlotte. Faut que je baisse beaucoup les micros. Alors, donc moi, je vais vous présenter comment accueillir une personne en situation de handicap au cabinet dentaire. Donc, vous présenter comment, par rapport à un omnipraticien, quel accueil spécifique on fait, comment on prend en charge les différentes adaptations liées aux différents types de handicap et à la personne qu'on accueille. Alors, le profil des patients à besoins spécifiques, donc je vais passer rapidement puisqu'Alain en a déjà parlé. Ce sont des patients qui, alors moi je dis pas spécialement handicap parce que comme a dit Alain, en fait dans les soins spécifiques, il y a toutes les personnes âgées dépendantes, il y a les enfants en bas âge où il y a une difficulté de prise en charge pour certains omnipraticiens. On a besoin, vous allez voir, d'adaptation aussi avec des formations particulières. C'est pour ça qu'on parle des personnes à besoins spécifiques de manière plus générale. Donc ce sont des personnes qui ont des atteintes bucco-dentaires plus sévères, plus précoces et plus fréquentes, et dont l'état bucco-dentaire est amené à se dégrader tout au long de la vie. Ce sont aussi des personnes donc, qui ont 2 fois plus besoin de soins, 5 fois plus besoin de prévention. Je passe puisque j'ai les mêmes données qu'Alain. Et donc 90% des personnes avec un handicap mental qui présentent des parodontites. Voilà.
Alors, un patient, le disait Alain aussi, quand on est en situation de handicap, on va aller voir, en premier lieu, le réflexe, c'est d'aller voir un cabinet de ville. Malheureusement, j'allais dire, il y a cette histoire de refus de soins, mais qui va être majoritairement due au fait que le patient n'est pas sensibilisé au handicap, n'est pas formé et du coup ne sait pas faire. Donc, ce praticien-là, il va avoir pour possibilité d'adresser le patient vers un établissement de santé, que ce soit un hôpital, une clinique, une handiconsulte, un centre de santé, et aussi les réseaux de soins. Donc, on en parlait tout à l'heure, les Andidans, réseaux de soins de coordination. Donc ça, c'est les 3 possibilités. Je vous ai mis cette diapo aussi qui était intéressante parce que je ne sais pas si vous connaissez les bus dentaires. Donc il y a des bus de soins dans lesquels peuvent être faits complètement les soins dentaires, des bus qui se déplacent. Donc c'est les réseaux de soins qui si je ne me trompe pas, qui possèdent ces bus. Et celui-là, ça a été donc pour notre colloque de Nice, où était présenté ce bus qui se déplace sur les lieux de vie directement, où le cabinet dentaire est tout pliable et peut s'installer directement dans les lieux de vie. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont hyper importantes, qui peut-être ne sont pas assez développées, parce que ça nécessite des financements, mais qui sont extraordinaires pour des personnes qu'on ne peut pas déplacer ou qui ne peuvent pas aller au-devant du praticien. Alors, la façon dont je vais vous présenter, moi, comment prendre en charge un patient au cabinet dentaire, je me suis basée sur la grille des adaptations. J'imagine que tous ici, tous et toutes, vous connaissez la grille APEX. C'est la grille qui est sur tous les logiciels métiers dentaires et qui, grâce à notre travail à tous dans SOS, il faut se remercier un peu de tout le travail qu'on a fait. On a pu avoir par la CNAM une valorisation des soins en fonction de la difficulté de l'acte et du temps qu'on prend, de la difficulté de la séance de soins pour un patient en situation de handicap. Donc cette grille APEX des adaptations, elle va prendre en compte 7 facteurs. Donc je vais partir sur ces 7 facteurs et je vais vous présenter en fonction de la spécificité de la personne qu'on accueille, comment on va adapter en soins. Alors, ma présentation, vous allez vous dire, c'est pour le dentiste, mais non, parce qu'en fait, vraiment, tout ce que disait Alain, dans notre spécialité, on a ce binôme assistant dentaire praticien, on est à 4 mains tout le temps. C'est impossible d'être seul au fauteuil pour prendre en charge un patient à besoin spécifique. Vous allez vite le comprendre par les petites vidéos que je vais vous montrer et par les spécialités de chacun et les caractéristiques de chaque personne qu'on peut être amené à accueillir. Alors, le premier critère, cette grille APEX, en fait, quand le praticien va remplir un facteur modéré ou majeur, il va pouvoir avoir une valorisation de son acte de soin. Ce qui veut dire, logiquement, c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus, pour favoriser, en fait, le fait que chaque personne qui vit avec un handicap puisse se faire soigner à proximité de son lieu de vie. Et pas faire comme on le vit tous, moi sur Orléans et maintenant aussi plus dans le sud, d'avoir des patients qui font 3 heures de route pour faire un détartrage ou un examen clinique, 3 heures aller, 3 heures retour. Ça n'a pas de sens, ça surhandicape la personne. Quand on rajoute là-dessus la précarité sociale, etc., les personnes se font plus soigner. Voilà, clairement. Donc le premier critère des adaptations, ça va être le critère communication. Alors, on peut avoir un patient qui va avoir des troubles cognitifs de mineur à majeur. Comment moi, dans mon cabinet, je vais m'adapter pour accueillir ce patient du mieux. Je vais pouvoir me former à la langue des signes. Alors, il y a la langue des signes LSF qui est vraiment comme une langue vivante, mais il y a aussi le Makaton où on travaille avec quelques signes, quelques pictos. Moi personnellement, j'ai formé la langue des signes assez rapidement, mais ça permet quand même d'avoir quelques échanges, quelques possibilités d'échange, au moins pour l'accueil, au moins pour rassurer le patient et communiquer un petit peu. Après, j'ai un livre, puis après, avec les signes et les livres. Bon, j'ai un nom italien, donc je parle beaucoup avec les mains aussi. Ça aide en fait un peu quand même aussi. Après, par rapport à un omnipraticien, vraiment l'importance d'avoir un aidant dans le cabinet. Vous ne pouvez pas accueillir un patient en situation de handicap et dire les parents restent dans la salle d'attente, l'aidant reste dans la salle d'attente. Ils connaissent beaucoup mieux la personne que nous et ils vont être d'une sacrée aide pour gérer un trouble du comportement, une anxiété et pouvoir ne serait-ce que communiquer. On a des patients qui communiquent
j'allais dire, juste par la lecture labiale. Bon, quand on n'a pas l'habitude, les parents savent le faire, le font tous les jours, les aidants pareil, ou par juste une expression corporelle, et ils peuvent nous aider dans ces échanges.